Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de la Maison des femmes à Marseille et de la Journée internationale de l'élimination de la violence contre les femmes qui s'est tenue le 25 novembre, nous accueillons le professeur Florence Bretel, gynécologue, chef de service d'obstétrique à l'hôpital de la Conception à Marseille, et le docteur Sophie Tardieu, praticien hospitalier en santé publique à la PHM. Bonjour et merci à toutes les deux d'être présentes sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par les premières questions. Alors quelques chiffres tout d'abord pour planter un petit peu le contexte autour des violences faites aux femmes. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'une femme sur 10 se déclare victime de violences conjugales sur une année écoulée. Ça fait environ 200 000 femmes victimes par an. Une femme sur 3 a déjà été victime de violences dans le monde et 7% seront victimes d'un viol au cours de leur vie. 6 fillettes sont excisées par minute dans le monde et 86% des tentatives de viol surviennent dans le milieu familial ou avec un proche et avec une connaissance de l'agresseur. Et malheureusement, seulement 14% des victimes portent plainte et 10% des plaintes aboutissent à une poursuite. C'est ce qu'il faut changer. 30% des violences conjugales débutent lors de la grossesse, période de vulnérabilité. Une femme sur 10 rapporte avoir été victime d'une violence au cours de sa grossesse. Et au cours de sa vie, 42% des femmes sont victimes d'une violence de différents types, selon tout type de violence au cours de sa vie, en cumulé, 42%. 4 femmes victimes de violences sur 10 ne se voient proposer aucune solution concernant leur hébergement. On sait que la problématique de l'hébergement est vraiment à prendre à bras le corps. Aujourd'hui, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, près de 400 femmes ont été hospitalisées suite à des violences conjugales. Et ce qu'on note, c'est que près de 80% de ces femmes n'avaient pas 18 ans. Elles étaient mineures. Alors ensuite, on va aborder différentes questions. Donc Florence, comment on pourrait caractériser les différents types de violences faites aux femmes ? Donc les violences peuvent être bien sûr sexuelles, mais physiques, psychologiques, verbales, administratives ou financières. Donc on peut avoir des violences contre les femmes de différents types et il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre et toutes peuvent avoir des conséquences très importantes. Est-ce qu'il y a des lieux où les violences sont plus fréquentes ? Alors les violences sont plus fréquentes dans le cercle familial et comme on l'a dit en introduction, souvent les victimes connaissent l'agresseur. La prochaine question, c'est pour toi. Alors, comment faire lorsqu'on est victime de violences physiques ? Par exemple, j'ai été agressée, je n'arrive plus à sortir de chez moi, à regarder les gens, qu'est-ce que je peux faire ? Donc oui, il faut prendre en compte toutes les violences. Donc, lorsque je suis agressée, la première chose à faire, il faut consulter. Il faut essayer de prendre attache d'un médecin ou d'un professionnel de santé pour pouvoir être prise en charge de manière correcte. Il faut ensuite s'adresser, bien entendu, à la police, si vous le souhaitez, peut-être pour un dépôt de plainte en fonction de la situation. Et puis, il ne faut pas oublier les numéros d'urgence, bien entendu, le 17, si l'urgence est physique et si le besoin est vraiment là. À noter également le numéro 114 qui permet aux personnes porteuses d'un handicap, notamment les personnes malentendantes, de communiquer par SMS ou si on est dans une situation un petit peu compliquée. Et puis en période hors urgence, le 3919, le nouveau numéro mis en place par les associations et le ministère qui permet de contacter quelqu'un pour un conseil, une orientation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également, bien sûr, dans ce cadre, contacter des associations spécialisées qui prennent en charge les femmes victimes de violences. On peut par exemple citer le CIDFF, l'AVAD, Solidarité Femmes 13 ou des associations encore plus spécialisées. On pense notamment aux femmes porteuses de handicap qui peuvent contacter des associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Alors que faire, Florence, si on est victime de violences verbales ? Alors je dirais que, comme on l'a dit en introduction, toute violence est importante à prendre en compte. Ce qu'il faut, c'est ne pas se mettre en danger quand on est victime d'une violence verbale. Donc il faut regarder un peu où on est, s'il y a des témoins. Et surtout ne pas renchérir de manière à aggraver en fait la situation. Il ne faudrait pas que ça soit ensuite, ça arrive à une violence physique.
Il faut savoir, voilà, s'il y a des témoins, on peut porter plainte, c'est important, même pour une violence verbale, hein, c'est important. On peut aller porter plainte si on connaît son agresseur ou s'il y a des témoins. Et c'est important de ne pas laisser passer, mais peut-être de ne pas répondre directement pour de ne pas aggraver la situation. Donc rester calme, ne pas retourner l'insulte et peut-être aller dans un lieu refuge autour de la situation. Autre question, comment réagir si on est témoin d'une agression physique ou verbale ? Alors ne pas minimiser, et là c'est les mêmes conseils, hein, il faut essayer de ne pas de se mettre en danger et il faut en revanche soutenir la personne en la mettant à l'abri, comme l'a dit Sophie, essayer d'aller dans un lieu ressource et puis démarrer, on va dire, appeler un des numéros qu'on vient de donner, rassurer la personne en lui disant que ce n'est pas de sa faute, hein, si on s'est fait insulté ou qu'on a été agressé. Si c'est une agression physique, à ce moment-là, il faut appeler les services de secours, le 15, s'il y a des agressions, des lésions physiques, ou le 17, la police, pour venir établir un constat. Dans tous les cas, bien sûr, soutenir la femme, lui proposer éventuellement de l'accompagner si elle le souhaite auprès de la police, puisque le témoignage peut être aidant, le témoignage de la personne témoin peut être aidant dans le cadre d'un dépôt de plainte. Alors finalement, est-ce que se mettre en danger est une bonne solution ? On vient d'y répondre, hein, je crois que non, bien sûr que non, hein, bien sûr que non. Alors une question un peu plus compliquée, hein, comment on définit un viol conjugal ? Donc si vous voulez, on peut vous lire la définition qui est donnée du viol, et donc du viol conjugal par la suite. Donc le viol est défini dans le code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un crime bien sûr passible de la cour d'assises. On distingue le viol des autres agressions sexuelles à travers l'existence d'une pénétration qui peut être vaginale, anale ou buccale, réalisée par une partie du corps ou par un objet. Donc ça, c'est vraiment la définition que nous donnent les textes juridiques. De manière pragmatique, en fait, c'est la question du consentement, c'est-à-dire que même au sein de son couple, c'est important d'obtenir le consentement pour tous les actes d'une manière générale, mais en particulier dans le domaine de la vie sexuelle, des relations sexuelles. La peine encourue pour viol, il faut savoir, est de 15 ans de prison. Elle peut être portée à 20 ans dans les circonstances qu'on est en train d'évoquer, s'il s'agit d'un viol conjugal. Et elle peut passer à 30 ans s'il y a décès de la victime. Alors une question intéressante actuellement, comment voir la limite entre drague et harcèlement ? C'est pour toi cette question, Sophie. Alors la différence entre drague et harcèlement, c'est vraiment la notion du consentement. La drague, ça peut être un jeu, entre guillemets, entre deux personnes. Le harcèlement n'est jamais un jeu, il y a une notion de hiérarchie. Donc vraiment, la différence, elle se fait sur le consentement. Il faut être sûr d'avoir le consentement de la personne pour être dans une situation de drague. Et s'il n'y a pas ce consentement, on est dans une situation de harcèlement avec un lien hiérarchique, quel qu'il soit. C'est la même différence entre conflit et violence. En fait, dans les conflits, il peut y avoir une discussion, même une discussion vive, mais les deux personnes sont au même niveau d'égalité et il y a un échange. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment faire la différence avec violence, où il y a un agresseur et quelqu'un qui, en face, ne répond pas ou n'est pas en capacité de répondre. Une autre question, est-ce qu'il y a des situations qui augmentent les violences ? Est-ce que l'alcool, la drogue augmentent les violences ? Oui, complètement. On sait que dans toutes ces situations, en particulier dans les situations où il y a des violences physiques même graves, il y a quasiment 1 fois sur 2 la présence ou de toxiques, d'alcool. Donc bien sûr, ça aggrave la situation. Ouais. Et des études ont vraiment montré, des études récentes, internationales, ont montré que dans 55% des cas, au moins l'un des deux auteurs, que ce soit l'auteur ou la victime, est sous l'emprise d'une substance, que ce soit l'alcool ou les stupéfiants. Les drogues les plus fréquemment impliquées, ça aussi ça sort d'études, dans les violences conjugales sont premièrement les stimulants type la cocaïne ou le cannabis et bien sûr l'alcool. Alors, dans ce contexte-là, Florence, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet qu'est la Maison des femmes et qui va bientôt voir le jour au niveau de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ?
Absolument. Donc la Maison des Femmes, donc son vrai nom, c'est la Maison des Femmes Marseille-Provence, et c'est un lieu ressource pour prendre en charge de manière holistique les femmes victimes de violences, de tout type de violence. On a bien annoncé le cadre tout à l'heure. On veut pouvoir accueillir toutes les femmes qui diront qu'elles ont été victimes pour les accompagner dans la démarche. On va retrouver, donc notre cœur de métier, c'est le soin à la PHM. Donc on va, à partir du soin, leur proposer une prise en charge globale, sociale, juridique, psychologique, en lien avec les associations et le tissu associatif dont Sophie a parlé tout à l'heure. Cette Maison des Femmes, on va démarrer à la conception début janvier sur des locaux temporaires, et les locaux définitifs seront derrière la conception rue Saint-Pierre, probablement à la fin de 2022. Alors, qui interviendra dans la Maison des Femmes? Donc ça, c'est ce que tu viens de dire, hein, Florence. Il y aura des professionnels de santé, des gynécologues, des obstétriciens, des sages-femmes, des assistantes sociales, des psychologues, une petite équipe qui est en train de se constituer. Mais il y aura également d'autres équipes, notamment nous allons travailler en lien avec l'unité de médecine judiciaire, également des associations qui existent déjà dans la thématique, avec lesquelles on est en train de construire des liens très forts. Et puis viendront également dans cette Maison des Femmes des bénévoles. On a reçu beaucoup de candidatures de bénévoles, de personnes qui souhaitent mettre à disposition du temps pour améliorer la prise en charge de ces femmes. La police sera également en lien avec la Maison des Femmes, puisqu'à terme, on souhaiterait avoir un lieu qui serait aussi un lieu de dépôt de plainte pour éviter à ces femmes de devoir aller déposer plainte dans les commissariats. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, on a un webinar avec les associations et les bénévoles pour essayer de s'organiser sur l'offre qu'on va pouvoir donner à ces femmes, enfin l'offre, la prise en charge, en lien avec les associations et les bénévoles. Donc ça, on a une réunion tout à l'heure autour de ça. Alors, quelle aide peut-on trouver dans la Maison des Femmes? On vous l'a dit, hein, la Maison des Femmes, ça va être 4 parcours qui vont identifier 4 profils de femmes. Premièrement, des profils de femmes victimes de violences, bien sûr, mais également un autre parcours sur les femmes victimes de mutilations sexuelles, en particulier l'excision. Il y aura également un parcours plus axé sur la prévention, la planification familiale et la réalisation d'IVG médicamenteuse. Et un dernier parcours axé sur la prise en charge des femmes victimes de violences en situation de grossesse. Donc ça, Florence, c'est quelque chose qui existe déjà à la maternité, mais qui sera pris en charge de manière plus globale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de consultations se déroulent à la maternité avec des profils de femmes victimes de violences. Et on sent que l'accompagnement doit être encore plus global que ce qu'il n'est actuellement. L'idée, c'est que les patientes ne se déplacent plus, n'attendent plus les rendez-vous et n'aillent pas dans différents endroits, mais que ce soit bien les différents professionnels qui viennent à leur rencontre. Donc ce matin, la consultation, par exemple, j'ai reçu une patiente qui avait subi dans l'enfance une mutilation génitale, et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que son mari violent lui avait enlevé sa fille, qui était en Afrique du Sud, et qu'elle était en situation irrégulière en France, et qu'elle avait un logement temporaire. Donc c'est des situations où la Maison des Femmes, je lui ai dit, bon, vous êtes un peu tôt là par rapport à la Maison des Femmes. Je lui ai dit, donc on l'a orientée vers les différentes associations, mais l'idée c'est que ça soit le contraire en fait autour de ces patientes-là. Alors une question très pratico-pratique, où va-t-elle se situer cette Maison des Femmes? Donc Florence l'a un petit peu évoqué, la Maison des Femmes va se situer dans le 5e arrondissement, donc dans le centre-ville de Marseille. Dans un premier temps, dans des locaux temporaires au niveau du CHU de la Conception. Et puis, dans un deuxième temps, fin 2022, la Maison des Femmes devrait rejoindre la rue Saint-Pierre avec des locaux mis à disposition par le CD13, dans lequel nous pourrions avoir une activité beaucoup plus large pour cette Maison des Femmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la Maison des Femmes, ça a été vraiment une manière de mettre autour de la table les institutionnels, donc la région, la PHM, l'ARS, nous financent, mais il y a aussi également des financeurs privés, et tout ce monde s'est mis d'accord pour créer cette nouvelle structure. Mais c'est un financement mixte avec public-privé.
Alors une autre question très pratico-pratique, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour venir à la Maison des Femmes? Donc non, l'idée initiale, c'est un accueil complètement inconditionnel à la Maison des Femmes. Tant qu'on peut gérer le flux de patientes, l'accueil se fera sans rendez-vous. Par contre, il sera organisé, mais dans un premier temps, non, pas de rendez-vous pour venir à la Maison des Femmes. Tout le monde peut pousser la porte et rentrer. Alors, on peut venir à la Maison des Femmes, on peut téléphoner, il y a aussi une adresse mail. Donc, il y aura différentes manières. On pourra, si la patiente appelle ou envoie un mail, organiser en amont les rendez-vous pour les regrouper de manière que ça soit plus pratique. L'idée, c'est évidemment de sortir du cercle de la violence et de pouvoir les amener vers l'autonomie, en fait, donc par les différents liens et rendez-vous qu'on va pouvoir mettre en place. Le mail est déjà effectif, donc on peut vous le donner. Il s'agit de maisondesfemmes tout attaché @ap-hm.fr. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer un mail sur cette adresse et le numéro de téléphone sera effectif courant janvier. Donc on sera ouvert pour la réception des femmes, des patientes, à partir de janvier, début janvier. Donc le profil des femmes qui vont être pris en charge, on vous l'a dit, 4 parcours, 4 profils de femmes. Donc ça a déjà été dit. Il ne faut pas se poser la question de savoir si on mérite, entre guillemets, si on relève de la Maison des Femmes, si on estime qu'on a été victime de violence. C'est très simple, on peut appeler, envoyer un mail et c'est nous qui verrons quel type de prise en charge est adapté. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, c'est vraiment le but. Il n'y aura pas forcément besoin d'un rendez-vous à la Maison des Femmes, la femme pourra être orientée. Enfin, il y a différentes façons d'être pris en charge. Voilà, l'accueil est, je le répète, complètement inconditionnel. Il n'y a pas de lieu de résidence qui prime, il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut venir pousser la porte de Maison des Femmes à partir du moment où on a été victime d'une violence, quelle qu'elle soit. Concernant le financement, on en a déjà parlé, un financement public-privé. Une question intéressante aussi, on nous l'a beaucoup posée, quelle est la place de la Maison des Femmes dans la région PACA ? Florence. Alors, merci Sophie, donc on a comme objectif d'animer en fait au niveau de la région et au niveau territorial cette dynamique autour des violences faites aux femmes en formant les professionnels à dépister et les stimuler à poser la question. Puisqu'à l'heure actuelle, les professionnels ne posaient pas la question parce qu'il s'était compliqué pour eux, avec de multiples intervenants, de savoir à qui s'adresser. Donc là, l'idée, c'est de former tout le monde, poser la question sans être intrusif et les amener à dépister ces violences pour qu'elles soient prises en charge précocement si c'est possible. Et évidemment, faire de la prévention, ça sera l'étape d'après, faire de la prévention sur cette thématique en région. Justement, la question sur la prévention, une question de santé publique, la Maison des Femmes va-t-elle avoir un rôle dans la prévention ? Ce que tu viens de dire. C'est ton métier, c'est ton cœur de métier, non, la santé publique ? Ok, donc oui, bien sûr, la Maison des Femmes va avoir un rôle à jouer dans le cadre de la prévention. Il y a un parcours qui va être dédié à cet axe prévention. L'idée, c'est de former tout le monde, j'allais dire, le plus tôt possible, le plus précocement possible. Former, bien sûr, à la lutte contre la violence, mais aussi former, on en a parlé tout à l'heure, au consentement, former, éduquer à l'égalité homme-femme. Donc la Maison des Femmes va avoir vraiment son rôle à jouer dans ces dimensions de prévention. Donc il va y avoir plusieurs programmes. On a créé une journée certifiante à Aix-Marseille Universitaire qui aura lieu le 3 février, qui est destinée aux professionnels et aux associations et à tous les bénévoles qui vont travailler dans la Maison des Femmes. On a également rajouté dans le DIU de santé sexuelle une formation pour les violences faites aux femmes. Et via le réseau Méditerranée, qui est le réseau de périnatalité, on a vu que 30% des violences se déclenchent au cours de la grossesse. On a tout un cycle de formation qui a été financé déjà par l'ARS et qui va se déployer grâce à Solidarité Femmes 13, qui nous aide dans cette formation qui sera sous forme de web formation, e-formation. Ok. Alors ensuite, on a eu des questions beaucoup plus techniques autour de ces violences faites aux femmes. Finalement, c'est quoi un téléphone grave danger ? Alors un téléphone grave danger, c'est un téléphone que la femme peut actionner en fait si elle se sent en situation de danger.
Donc c'est le juge en fait qui décide d'équiper la femme de ce téléphone. Alors Sophie, je crois que tu connais le chiffre, il y en a combien en France? Alors aujourd'hui, suite au 5e plan interministériel, il y a eu le déploiement de 3000 téléphones grave danger supplémentaires par rapport à ce qui existait déjà. Il y avait 1000 téléphones grave danger qui existaient. Donc là, il va y en avoir 3000 en 2022 et il va y avoir également, on en parlera un peu plus tard, un renforcement du recours au bracelet anti-rapprochement. Et effectivement, comme le disait Florence, c'est le procureur de la République qui va attribuer ces téléphones grave danger pour une durée de 6 mois et en fonction, cette durée peut être renouvelable pour que la femme se sente plus en sécurité. Donc, une autre question sur les outils qui peuvent être mis à disposition de ces femmes victimes de violences. Comment fonctionne le bracelet anti-rapprochement? Alors le bracelet anti-rapprochement fonctionne en fait si l'auteur des faits en fait se rapproche dans un périmètre qui est défini de la victime, et bien le commissariat de police est alerté. Et il peut y avoir un déclenchement en fait un signalement en fait et déclenchement d'une visite. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors oui, il y a la définition d'un périmètre en fonction du risque que court la femme, et à partir de ce périmètre, si ce périmètre est fracturé, il y a appel à la police et surveillance accélérée. On sait que cet outil est très important dans l'arsenal de la lutte des violences faites aux femmes. On sait qu'il n'a pas toujours bien fonctionné. Vous avez certainement entendu les derniers cas de féminicide où les auteurs et la victime étaient porteuses de bracelets anti-rapprochement. Mais l'idée maintenant, c'est de les développer, de les proposer systématiquement à l'auteur et à la victime. Il faut recueillir leur consentement pour qu'ils portent ces bracelets et ensuite développer cette surveillance par le biais de ces outils. Ça pose toute la question de l'accompagnement des auteurs, des auteurs de violences. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux types de prise en charge autour des auteurs de violences, qu'on doit bien sûr renforcer. Après, la question, c'est de leur fonctionnement et de savoir si c'est efficace ou pas. Donc ça, on le saura dans les années à venir. Alors une question là aussi très pratique. Mon ex-conjoint a été mis en prison, mais au bout d'1 an, il est sorti. J'ai peur qu'il récidive. Tous les jours, j'ai peur qu'il revienne finir ce qu'il a commencé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est une question qui est délicate. On voit que le système n'est pas du tout parfait. Donc je pense que si cette femme se sent en insécurité, c'est important qu'elle se rapproche des services de police en expliquant ça et en faisant un retour sur la dangerosité éventuellement de l'ex-conjoint. Enfin, c'est important d'en faire un retour. On voit bien que les systèmes qui sont mis en place actuellement ont des failles, on le voit bien, mais c'est important de ne pas rester seul avec cette peur et puis d'essayer de voir si on ne peut pas améliorer la sécurité. Il y a le problème du logement, en fait. On sait que quand il y a une femme qui a été victime de violence, en fait, on extrait la femme pour la mettre dans un logement temporaire qui souvent n'est pas de qualité extrême, de manière à ce que l'ex-conjoint ne sache pas où est le domicile de la femme. Mais bon, souvent c'est temporaire et puis elles finissent par revenir dans leur domicile. Donc voilà, il reste beaucoup de choses à améliorer dans ce domaine. Sur l'axe de l'hébergement, c'est clairement un chantier dans lequel Maison des Femmes va s'investir pour essayer de travailler avec les associations très dynamiques sur le sujet et voir comment orienter au mieux ces femmes qui se présenteront à la Maison des Femmes pour qu'elles aient un lieu adapté. Aujourd'hui, on parle de décohabitation pour les mettre à l'abri des auteurs de violences. Alors c'est vrai qu'en termes d'hébergement, c'est une vraie question. Donc il y a un pourcentage en fait des hébergements qui sont créés actuellement qui sont destinés à ces femmes victimes de violences, entre guillemets réservés. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France et dans la région, mais ça reste insuffisant. Il y a 3 semaines, on a gardé en hospitalisation à la conception 2 femmes enceintes, respectivement 15 jours et 3 semaines, qui étaient sous le secret parce qu'elles avaient été victimes de violences en attente d'hébergement. Donc il y a des places, il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est largement insuffisant encore. La prochaine question. Voilà. Alors, on a une question sur les enfants. Est-ce que les enfants sont accueillis avec les mamans quand elles sont victimes de violences? Alors,
l'accueil des enfants, dans un premier temps, bien sûr, la mère peut venir à la Maison des Femmes accompagnée de ses enfants. On est en train d'essayer d'ailleurs d'avoir un lieu pour qu'ils puissent jouer pendant la consultation de la maman. Et on a établi des liens avec les services de pédiatrie. Et donc, il y aura une prise en charge conjointe avec les services de pédiatrie, notamment l'unité d'accueil des enfants en danger qui existe au niveau de la Timone, qui est pilotée par le professeur Chabrol. Et l'idée, c'est de mettre en lien cette maman qui vient se faire prendre en charge et les enfants qui sont, comme on le sait, toujours les victimes par ricochet des violences faites à leur mère. Bien, merci beaucoup. C'était la dernière question qu'on a reçue. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, de nous expliquer tout ça. Donc, je m'adresse à nos abonnés. N'hésitez pas à regarder cette émission, à la partager, surtout. Elle sera sur YouTube, sur Facebook et sur nos réseaux sociaux. Ça pourra certainement sauver des vies, aider des personnes. Merci encore et à bientôt.